Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh bien bonjour, bienvenue, ce sont les vraies voix sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver, ça va Philippe David? Ça va très bien quand on est en votre compagnie, Cécile, et avec les vraies voix. Ça a l'air d'aller vous aussi. Oui, ça va très bien, vous me caressez dans le sens du poil là, je sens que vous avez des trucs à nous demander. Ah non, c'est pas mon style. C'est formidable. Vous allez dire c'est lèche-botte blues comme chantait Eddie Mitchell. Je serais allé plus loin mais je n'irai pas plus loin. En tout cas, vous savez que cette émission est pour vous. Chaque soir on débat sur des sujets qui vous concernent. Vous nous appelez 0826 300 300, on a envie de vous entendre. C'est important pour nous, vous avez la parole sur l'actu, vous avez envie de parler, de débattre. Eh ben 0826 300 300. Aude vous attend derrière le combiné. Au sommaire de cette émission à 17h30, les 8 principaux syndicats ont appelé à manifester demain contre la réforme des retraites. Comment s'annonce cette mobilisation, Philippe? Cet appel des syndicats semble avoir été entendu. Cécile, plusieurs secteurs ont appelé à faire grève, les écoles, les transports, l'énergie. Est-ce que vous travaillez dans ces secteurs? Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous allez battre le pavé demain? Est-ce que vous allez vous mettre en grève? Ou est-ce que vous ne pouvez pas mais que vous soutenez les grévistes? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et vous attendez-vous à une forte mobilisation? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Le nombre de naissances en France en 2022 est au plus bas jamais enregistré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Philippe. Oui, et vous n'y êtes pour rien, je vous le dis tout de suite. Non, je n'y suis pour rien. Oui, Cécile, je ne m'attendais pas à celle-là. Oui. 31% des femmes en âge de procréer ne souhaitaient pas avoir d'enfants en 2022, selon une enquête IFOP pour elles. En 2006, elles étaient 2% à ne pas vouloir avoir d'enfants, et 2006, c'était hier. Pourquoi de nombreuses femmes ne veulent plus d'enfants? Vous êtes une femme, vous nous écoutez, vous vouliez des enfants il y a quelques années, quand vous étiez lycéenne, quand vous étiez étudiante, et maintenant vous n'en voulez plus. Venez témoigner au 0826 300 300. Et la société actuelle incite-t-elle à faire des enfants? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et ce sont un petit peu nos enfants à nous, hein, enfin forcément nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile, comment va votre doigt? Mon doigt va bien, oui. Tant mieux. Faut prendre ces nouvelles, oui. Oui, j'avais, parce que je me suis... lamentablement, il y a 2 jours, j'ai claqué la porte de la voiture et j'ai oublié qu'il restait des trucs à moi à l'intérieur. Voilà. Et en l'occurrence, mon doigt. Mais ça va beaucoup mieux, je vous remercie. Mais c'est important. Oui, c'est important. Mais je m'en servais pas énormément. Je suis pas mariée, donc... Vous n'avez jamais frappé avec... Non, mais pas avec ce doigt-là. Je le repousse de l'index, mais voilà, pas avec ce doigt-là, où en tout cas c'est l'annulaire, il me sert pas à grand-chose. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Ça va? Ça fait longtemps qu'on vous appelle, vous n'étiez pas là. On sent qu'il y a du bronzage. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, je suis de retour. Il y a C'est pas de la rumba. Et il veut pas parler, c'est-à-dire que vous voulez pas nous dire ce que vous avez fait. Vous êtes allé chez Point Soleil. Vous êtes allé chez Point Soleil. Voilà. Vous avez fait des UV. Oui, c'est ça pendant 2 semaines. Mais le soleil est ici. Oui, c'est ça. Oh, c'est mignon. Alors, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Il a rendez-vous avec la Lune, c'est bien connu. Oui, c'est ça. Merci Philippe et David. Sébastien Ménard est avec nous, président de l'EBPO et entrepreneur dans la food tech. Comment ça va? Tout va bien. Oui, En pleine Quand je vous vois mieux. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? C'est parce qu'on parle d'enfants? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'y suis pour rien. Et nous avons notre 4e voix ce soir qui est Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile. Simon. Comment ça va Simon? Philippe, pardon. Oui, ça va bien et vous-même? Écoutez, très bien. Vous faites quoi dans la vie Simon? Je peux pas trop le dire. Je suis fonctionnaire. D'accord. Mais non, on aime bien les fonctionnaires. Enfin, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Non, plaisante, Simon. Vous êtes en grève demain ou pas? Ça démarre bien. Non, je serai pas en grève. Il ne sera pas en grève. Très bien. Alors, vous savez que Simon, vous allez devoir choisir, pas tout de suite, contre qui vous allez jouer tout à l'heure pour notre quiz du jour. Vous le savez quand même. Légendaire quiz. Légendaire. Vous savez. Alors, est-ce que vous voulez que les éditorialistes se vendent un peu pour savoir, est-ce que vous voulez... Olivier d'Artigol, pour l'instant, je reste invaincu. Sur les 3 derniers passages, invaincu. Donc là, ça serait du lourd. Je vous conseille d'aller plutôt vers quelque chose de plus simple pour vous. Allez, Sébastien Ménard.
Bon, si vous voulez avoir aucune chance de gagner, c'est pareil. Il faut venir m'affronter. Voilà. Et Philippe Moi, je suis celui qu'il ne faut jamais choisir. Comme ça, c'est Je réglé. trouve que les vraies voix sont très modestes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ça vous donne à peu près une idée de la mauvaise voix des vraies voix aujourd'hui. Et puis, vous n'hésitez pas à nous rappeler, Simon, si vous avez envie, vous savez que vous êtes prioritaire sur les débats, si vous avez envie de réagir, vous appelez, bam, on vous prend direct au standard. D'accord. Et on se retrouve tout à l'heure pour le quiz. Vous restez avec nous. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous voulez requérir, et c'est pas politique, contre ceux qui n'écoutent pas. Oui. Et nous, on vous écoute toujours religieusement. Il y a eu toute une période de ma vie où je sous-estimais l'art d'écouter. Parce qu'on est tellement pressé parfois de formuler sa pensée, de l'exprimer, même quand elle est résiduelle, qu'on n'écoute pas assez. Mais je ne pense pas que... Voilà. Philippe, Il regarde ma tête et il rigole. Non, mais vous avez une bille de clown. Oui. Vous nous inspirez, Philippe David. Et donc, je voulais attirer l'attention sur le fait que l'art... Qu'est-ce qu'il a? L'art d'écouter est très important, et pas seulement en politique, dans tous les secteurs de la vie intellectuelle. On croit qu'on écoute, mais en réalité, on est tellement persuadé d'avoir compris qu'on va trop vite, qu'on est impatient de dire ce qu'on a à dire, et au fond... Vous, par exemple, Cécile, vous m'écoutez à la perfection. D'autres fois, Philippe, lui, on comprend très vite qu'il est impatient parce qu'il regarde l'horloge et parfois il vous tétanise. Donc, le fait d'écouter est capital, et je finis là-dessus, ça n'est pas contradictoire avec le silence. Il faut du silence dans la parole parfois, et c'est encore moins contradictoire avec la parole. Autrement dit, l'écoute, c'est le socle à partir duquel on peut parfois exprimer une parole authentique. Ah, c'est bien dit, en tout cas. Une réaction de Sébastien Ménard. Des paroles. D'un coup, c'est vrai que votre ressemblance est telle avec Alain Delon. Bon, vous et Dalida, c'est un peu différent, Sébastien Ménard. Vous êtes sûr? Entre le fou rire et la réflexion trop élevée... c'est compliqué, on n'a plus beaucoup de temps. Sébastien Ménard. Non, en fait, on a du temps. J'ai eu moi un débat avec un acolyte ce midi sur la pleine conscience. Oui. Et ça rejoint un peu ce que Philippe dit, c'est qu'à un moment donné, on est trop diverti, trop dissipé, trop parasité. Et parfois, on croit consacrer aux autres, d'abord, aux choses de la vie, le temps nécessaire pour profiter pleinement. De l'interaction, de la rencontre, etc. Et c'est vrai que parfois on passe à côté. Il y a une forme de distraction. Exactement. Voilà. Et donc la pleine conscience, c'est quelque chose dont j'ai parlé ce midi, c'est assez rigolo d'ailleurs. Et ben, vous me ferez une copie de 6 heures. C'est exact, et on peut ajouter une dimension. Il peut nous arriver de décrocher en termes d'intérêt, d'attention, parce qu'on préjuge très rapidement ce que l'autre va dire. Parce que on le met dans une case, parce que on croit savoir au millimètre près vers où il veut aller dans son argumentaire ou sa démonstration. Et il faut toujours essayer d'être surpris, d'être très attentif pour voir ce qui peut, c'est ce qu'on appelle l'altérité par ailleurs, ce qu'il peut y avoir dans l'autre qui peut nous surprendre et qui n'est pas attendu. Mais c'est dur de garder cette tension sur un plan. Philippe, est-ce que finalement c'est pas ce qu'on reproche au gouvernement de ne pas écouter? Sûrement, mais vous avez raison, Cécile et Olivier, c'est très juste, mais ça n'est pas toujours de la faute de celui qui n'écoute pas. Parfois l'autre est trop prévisible. Lorsqu'on va glisser un mot tout à l'heure, on saura que notre cher Philippe fera un calembour. On sait que ça viendra. Il n'y a aucune surprise dans ce domaine. Et parfois, en matière politique, on sait que ce que quelqu'un va dire, avec beaucoup de talent même, peut-être demain soir. Mais on devine un peu là où les chemins vont être empruntés.
Oui, Olivier d'Artigol, vous voulez réagir, non? Non, mais je me le dis parce qu'on participe à différents débats, ici, ailleurs, sur d'autres espaces. Et il faut toujours garder cette capacité à être, si ce n'est émerveillé, surpris par l'autre. Absolument. Moi, je suis étonnée que certains réagissent avant la fin de la démonstration des autres. Oui. C'est-à-dire que, et vous l'avez dit, Philippe, à un moment donné, comme si c'était pas intéressant finalement. Donc on ne va pas jusqu'au bout des choses, on ne laisse pas aller, et on lui coupe la parole, et on ne sait pas quelle finalement est la finalité. Et à un moment donné, c'est perturbant aussi. Ça se passe presque quasiment comme ça, tout le temps. Mais parfois, Cécile, objectivement, on a tort d'être impatient, mais parfois, vous avez des gens qui font trop long. C'est-à-dire qui, au lieu de tenir une conversation, font une conférence. Et là, c'est insupportable, et on ne sait pas comment l'arrêter. Mais la plupart du temps, vous avez raison, on croit qu'on a compris, mais en réalité, on veut vite parler. Il reste un peu plus d'une minute. Est-ce que vous ne croyez pas justement que sur Sud Radio, on a des débats qui sont toujours courtois, quels que soient les avis de chacun, et que ça fait partie de la qualité d'écoute? Ouais. Ah mais c'est évident. C'est évident. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Je veux dire des choses intelligentes. Non, non, c'est pas le cas. Ça vous arrive. Non, mais t'étais bien là. C'est parce qu'on attend de vous, Philippe. Non, mais t'es bien. Ce sera jamais la fin du monde chez vous. Oui, il a été excellent. Il faut reconnaître. Ne rentrez pas sur ce chemin, Philippe Bilger, ça ne marchera pas. Olivier d'Artigol était avec nous, chroniqueur politique, et puis Sébastien Ménard aussi, patron dans la food tech, et Philippe Bilger. Et vos appels 0826 300 300. Le débat des jours, vous le savez, les 8 principaux syndicats ont appelé à manifester demain contre la réforme des retraites. Comment s'annonce cette mobilisation? Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous avez envie que cette mobilisation soit forte? Vous nous appelez au 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez bien raison de nous rejoindre. Merci en tout cas d'être avec nous. Si vous êtes en voiture, vous voulez nous appeler 0826 300 300. D'abord, on se gare. Voilà, on met son petit clignotant sur la droite ou sur la gauche. Et vous faites attention en descendant de la voiture. Et puis, vous nous appelez. Et vous appelez Aude, qui bien sûr se fera un plaisir de vous répondre. De sa douce voix. Exactement, sur cette actualité dans le grand débat du jour sur les principaux syndicats qui appellent à manifester demain. Est-ce que vous allez aller dans cette manifestation? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous en avez assez de ces manifestations continuelles sur la réforme des retraites? 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Sébastien Ménard, notre patron d'entreprise. Tout de suite, le tour de l'actualité avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et veille de mobilisation contre la réforme des retraites. En attendant de manifester demain, 500 000 personnes ont déjà signé la pétition de l'intersyndicale. Manifestation? Quelle manifestation? Pendant ce temps, Emmanuel Macron part en Espagne et joue aux youtubeurs. À suivre aussi How Dare You, Greta Thunberg interpellée en Allemagne où elle combat l'agrandissement d'une mine. Les vraies voix Sud Radio. Qui aurait pu prédire des événements comme la crise climatique? La petite phrase avait fait beaucoup jaser après les vœux de nouvelle année d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État répond à la polémique dans une vidéo consacrée à l'écologie. Emmanuel Macron en mode youtubeur. Attention, il y a de la mise en scène. Allez, on y va. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes vœux pour l'année 2023 qui commence. Et le chef de l'État revient sur cette séquence qui avait tant fait parler, expliquant avoir été mal compris. On a voulu me faire dire que je découvrais en l'année 2022 les dérèglements climatiques. J'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. C'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire? C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Emmanuel Macron qui répond à cette polémique du 31 décembre dans une vidéo postée hier, plus de 2 semaines après, alors que, hasard du calendrier, demain, jour de grève contre la réforme des retraites, il sera en Espagne pour signer un traité d'amitié et de coopération. Dans les bagages du président aussi, 11 ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous me direz, c'est pas lui en personne qui est censé mettre un uniforme pour encadrer les manifestations. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a finalement décidé de rester en France tout de même, mais certains s'interrogent sur le calendrier de cette visite en Espagne, en plein mouvement social en France. La date avait été arrêtée en fait par les autorités espagnoles bien avant qu'on ait la date de la grève, a fait savoir l'Élysée. La présidence qui en revanche a décalé ses vœux à la presse. Les mauvaises langues se demandent s'il voulait pas éviter tout simplement d'être interrogé, le chef de l'État, sur la réforme des retraites, d'où l'intérêt d'une vidéo sans journaliste. Allez, on y va.
Philippe Bilger, forcément une réaction, erreur de calendrier. Dans des petites choses, Cécile, on voit le président tout entier. À propos de... Il veut s'expliquer sur la manière dont ses vœux ont été mal compris. Il a tout à fait le droit de le faire, mais je note qu'il est incapable de dire tout de même qu'il a commis une erreur. Oui. Ça n'est pas par hasard qu'il a été mal compris. La manière dont on a interprété les choses était plausible à partir de ce qu'il dit. Il aurait dû dire je me suis mal exprimé, c'est ça? Il aurait dû dire les deux. On a mal compris ce que j'ai dit, j'ai voulu dire, et c'est plus plausible tout de même. Il n'est pas un imbécile au point d'ignorer ce qu'il a développé avant, mais il doit dire aussi j'ai commis une erreur. C'est étrange cette incapacité de dire qu'on a fauté. Sébastien Ménard, est-ce qu'un président de la République sur des sujets comme ça a le droit de se tromper ou d'être mal compris? Tout dépend du président de la République. Ouais. Avec Emmanuel Macron, faute non avouée, totalement pardonnée. Mais concernant... non, mais enfin moi je le connais un peu. Je sais qu'il sait être bon, moyennement bon, et plutôt de mauvaise foi sur un certain nombre je pense qu'il reviendra, Philippe, sur cette séquence dans 1 an. Peut-être, en disant que, comme il l'a fait sur d'autres sujets, en disant... j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Oui. Mais à culpa. J'ai été mal compris. J'en suis désolé. Voilà. Il le fera, mais il le fera à retardement, comme à chaque fois. Olivier D'Artigol. En allant plus loin, y compris en nous disant j'ai changé. Il change à peu près tous les ans. Oui, c'est une stratégie. Oui, c'est vrai. Mais ça lui réussit. Et donc, mais non. Tout change. Il a été réélu, lui. Hein. Tout change pour que rien ne change. Surtout le concernant. C'est le guépard, mais surtout le concernant. Et pourtant, c'était pas toujours un fauve. Notamment sur sa capacité à faire la démonstration que cette réforme des retraites va dans la bonne direction. Parce que voilà qu'il invite l'exécutif, les membres de son gouvernement, à faire de la pédagogie et à créer un élan de conviction et d'adhésion dans le pays sur la réforme, sans que lui n'aille à cette tâche-là. Il parle un peu d'écologie, il va en Espagne, il fait comme si de rien n'était. Or, le pays est à cran sur cette réforme, et pas uniquement, y compris sur l'inflation des prix alimentaires, de l'énergie. Mais c'est son boulot de faire ça? Mais quand même, oui, un peu. Parce qu'à un moment donné, quand il se met en avant, vous dites c'est pas son boulot. Non, quand il se met pas en avant, c'est son boulot. Dans ce moment précis, la seule parole présidentielle qu'on ait, c'est celle de 2019, une archive où il faisait la démonstration qu'il fallait surtout pas aller sur des mesures d'âge, parce que déjà quand on n'arrive pas à aller à 62 ans, comment est-ce qu'on pourrait aller à 64 ? C'est la vidéo qui tourne le plus. Et ben voilà. Et le paradoxe, c'est qu'il a fait récemment un entretien sur une ABFM TV, et on peut discuter ce qu'il a dit, mais à aucun moment, Cécile, il n'explique pourquoi il a eu ce point de vue à l'époque. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un truc qui va vous agacer. Olivier D'Artigol, on vous entend. Pendant ce temps, le ministre... J'avais oublié le côté... mais c'est général. Là, Cécile a raison. Vous avez vu, il vous écoute pas. Il vous écoute pas, Philippe. Oui, mais il préfère écouter Cécile. J'avais oublié le gendarme. C'est un argument que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. Une jolie femme est davantage écoutée. C'est ça. C'est absolument... Que Philippe David. Mais vous voyez, vous auriez des cheveux et des seins. À quoi ça tient? Allez, on continue. Vous pourriez continuer. Pendant ce temps, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, envoie une vidéo aux fonctionnaires pour leur vanter la réforme, Félix Mathieu. Sur leur boîte professionnelle ce matin, 2 millions de fonctionnaires environ ont trouvé ça. Chers agents de la fonction publique, bonjour à toutes et à tous. Jeudi dernier, j'ai présenté, aux côtés de la Première ministre, la réforme des retraites proposée par le président de la République, qui concernera l'ensemble des actifs du pays, dont les agents de la fonction publique. Ça révèle un confrère de France Info, Jean-Rémy Baudot, c'est-à-dire une vidéo de leur ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. Sur le thème, finalement, on demande un effort à tout le monde, aux fonctionnaires comme aux privés, mais pour résumer, vous, les fonctionnaires, vous n'avez pas spécialement à vous plaindre. Je veux vous le dire très directement, nous préservons les spécificités de votre régime de retraite. D'abord, je pense au mode de calcul de vos pensions. Il restera, bien entendu, fixé sur la base des 6 derniers mois d'activité. Les durées de service resteront inchangées, 27 ans pour la catégorie dite super active et 17 ans
pour la catégorie active. Et Stanislas Guérini de citer l'exemple d'un policier ou d'un gardien de prison qui pourra partir à 54 ans après 27 ans d'un métier plutôt à risque. Petit rappel glissé comme ça dans les boîtes mail à la veille d'une manifestation, ça peut toujours servir. Pendant ce temps, en tout cas, la pétition de l'intersyndicale a atteint les 500 000 signatures. Et puis on termine avec l'interpellation d'une icône en Allemagne, Félix Mathieu. How dare you! Greta Thunberg, arrêtée alors qu'elle manifestait contre l'agrandissement d'une mine de charbon à Lützerath. Sur les images, on voit les policiers porter la jeune militante suédoise qui affiche un léger sourire. Le groupe de manifestants a été placé en garde à vue après s'être approché du bord de la mine, a expliqué la police. Puis après vérification de leur identité, ils ont été relâchés. C'était hier soir. Ces militants écologistes opposés donc à l'agrandissement d'une mine pour lequel un hameau doit être détruit. C'est pas un peu amusant, pardon, une réaction rapide. On veut pas de charbon, mais on veut pas de nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait? On pédale avec une dynamo pour avoir de l'électricité, Philippe Bilger? Je pourrais me passer Greta Thunberg, en tout cas. Ah ben, je vous ai pas demandé de parler d'elle. Non, mais comme vous posez une alternative à laquelle je n'adhère pas, je parle de Greta Thunberg. Je fais ce que je veux, en clair. Sébastien Maynard. Je pense que cette jeune femme, Greta Thunberg, est un peu à l'image d'une partie de notre jeunesse. C'est-à-dire où on est dans l'injonction contradictoire permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de nucléaire, on remplace, en tout cas en Allemagne, le nucléaire par du charbon, il ne faut pas de charbon. Donc effectivement, je me pose une question davidesque à la Philippe David. C'est donc que vous progressez? Je progresse, oui, je m'améliore. Mais... on revient de loin quand même. Hein. Ça commence. Par de la mix énergétique dont on sait qu'il faut une part de nucléaire élevée pour justement relever les défis de la fourniture d'énergie et aussi d'une énergie décarbonée, maîtrisable. Elle représente quand même quelque chose auprès de la jeune génération. Je vous le dis, pour avoir des ados autour de moi, en termes d'un imaginaire que je ne partage pas toujours, bien évidemment, mais ça veut aussi dire qu'elle occupe un espace qui n'est pas occupé par d'autres. C'est-à-dire que cette jeune génération qui se pose la question du sens de la vie qui vient, l'enjeu environnemental et climatique, pour cette génération, résonne fort. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Dans un instant, la suite de notre émission jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Merci Félix Mathieu, Philippe Bilger et puis Sébastien Maynard, notre patron d'entreprise. Là, on parle de food avec vous. Vous êtes venus les mains vides encore aujourd'hui? Mais je vais peut-être m'équiper. Oui, et vous en avez moins besoin que Philippe David. Et Olivier d'Artigol. Dans un instant, on revient sur notre grand débat. Les 8 principaux syndicats ont appelé à manifester demain pour la réforme des retraites. Comment s'annonce cette mobilisation? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une mobilisation assez forte? Vous dites oui sur notre compte Twitter à 78% et certains disent comme d'habitude les fonctionnaires sont devant ou dehors et en tout cas le privé ça bossera, on n'aura pas le choix. Voilà, vous nous appelez, on vous attend au standard. Aude vous attend au 0826 300 300. Merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'on est heureux, c'est mercredi aujourd'hui, c'est la journée des enfants, ce qui veut dire que avec les vraies voix on peut plaisanter encore un peu plus. Vous savez, on trouve toujours un bon argument pour plaisanter dans les vraies voix, même si on parle d'actu, mais on parle de choses sérieuses. On débat avec Philippe Bilger qui est avec nous. Re-bienvenue Philippe Bilger avec Sébastien Maynard qui va lâcher son portable, notre patron de la Food Tech, et avec Olivier d'Artigol qui met les mains en l'air. Pratiquement, il pense qu'elle va sortir une arme de service et le braquer. Oui, c'est comme ça. En tout cas, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cela n'était pas arrivé depuis 12 ans. Tous les syndicats réunis sur une même affiche, y compris la CFDT, pour descendre dans la rue le 19 janvier. À la SNCF, dans les transports urbains ou encore du côté des routiers. Serait-ce un bis repetita pour les raffineries? Ah mais on a l'habitude maintenant. On a l'habitude de faire la queue, on a l'habitude de faire une dizaine de pompes avant de trouver quelque chose. La mobilisation touchera aussi l'éducation, la police et plus largement la fonction publique. Je mesure ce que travailler plus longtemps signifie pour beaucoup. Nous sommes déterminés
déterminé à préserver la solidarité entre les générations. Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand une partie du peuple français manifeste ses convictions. La mesure, elle est injuste. Donc oui, il y a tous les ingrédients pour que cette mobilisation soit très très forte. C'est un petit mal pour un grand bien peut-être. Et donc cet appel à manifester demain contre la réforme de retraite, comment s'annonce cette mobilisation, Philippe? Cet appel à la mobilisation par les syndicats semble avoir été entendu puisqu'on prévoit de fortes mobilisations dans les écoles, dans les transports régionaux et nationaux, dans l'énergie avec des menaces de coupure de courant pour des permanences d'élus. Et vous, est-ce que vous comptez aller manifester ou est-ce que vous trouvez que cette grève est scandaleuse? Vous allez battre le pavé mais vous n'allez pas faire grève, vous êtes dans une PME et vous ne pouvez pas. Vous attendez-vous à une forte mobilisation? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et sur les réseaux sociaux, vous dites oui à 78%. Notre invité ce soir, c'est Nicolas Corato. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Juste avant un petit, comme d'habitude, notre petit tour de table avec Philippe Bilger. Philippe, est-ce que vous craignez ces derniers temps, on disait forte mobilisation générale, est-ce que là, il y a quand même un brouhaha qui monte? Alors je pense qu'il y aura une forte mobilisation et je ne le dis pas depuis hier. Il y a quelques jours, les gens doutaient de cette forte mobilisation et ça n'est pas être un prophète remarquable que de dire qu'elle aura lieu. Évidemment. Deuxième élément, Philippe, vous nous posez la question, Cécile Philippe, je ne bats pas plus le pavé que je ne bats les femmes. Donc, je n'irai, même si j'en avais eu le loisir, je ne serais pas allé manifester. Troisième élément, c'est très important, il me semble. Je disais il y a quelques jours, avant qu'Olivier soit là, chaque cause a ses raisons. Et quand j'entends Stanislas Guérini et quand j'entends l'argumentation des opposants, je n'irai jamais traiter ceci d'irresponsable, comme l'a fait Emmanuel Macron. Et vous aurez été la légère distinction dans le propos de Bruno Le Maire, ce qui montre une fois de plus qu'ils ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Donc ça n'est pas de la mollesse de ma part de ne pas trancher, c'est que je crois que le problème est très difficile. Est-ce que, oui, Olivier ou Sébastien il y aura du monde, bien évidemment, demain, parce qu'on a beaucoup de signaux forts, pas faibles, qui... C'est-à-dire les enquêtes d'opinion, qui les unes après les autres, montrent 61% sur l'ensemble de la population qui est opposée à cette réforme, mais quand on prend que les salariés, publics et privés, ça monte à 80-85%. Okay. Donc il y a un rejet. Il y a un rejet de cette réforme. Et puis les gens commencent à regarder de près. C'est-à-dire que, par exemple, dans le texte tel qu'il est aujourd'hui, on verra s'il bouge d'ici sa présentation en Conseil des ministres, si vous avez 20 ans, si vous avez commencé à travailler à 20 ans, que vous tenez après 73, il faudra 44 années pleines de cotisations. Et les gens voient, quand vous êtes aide-soignante dans les couloirs d'un hôpital ou que vous travaillez dans un EHPAD, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 64 ans parce que vous êtes déjà épuisé. Aujourd'hui, on a les seniors qui sont d'ores et déjà en inactivité pour beaucoup d'entre eux avant même d'arriver à 62 ans. Donc, ça ne passe pas. Sébastien Ménard, juste avant on a un appel au 0826 300 300. Gilles est avec nous, mais on vous prend. Sébastien Sur la Ménard. Mobilisation, on verra demain. Entre le trajet, c'est République-Nation. C'est 3,3 km. Si ça défile, c'est que ça a moyennement mobilisé. Si ça peut pas défiler et que ça déborde, c'est que ça aura quantitativement très fortement mobilisé. Bon, moi, clairement, vous en doutez, je n'irai pas manifester. Je n'encourage personne à aller manifester. Non pas que je soutienne, je dirais, l'intégralité des mesures dans cette réforme des retraites. Après, la philosophie de la réforme, évidemment, intégrer la pénibilité pour celles et ceux qui ont aussi, et prendre en considération celles et ceux qui ont démarré très jeunes. Mais en même temps, oui, il va falloir travailler un petit peu plus pour pouvoir maintenir ce système de retraite. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Clément Beaune a dit, ministre des Transports, que ce sera un jeudi galère. Oui, alors on voit bien poindre les premiers éléments de langage du gouvernement qui va être beaucoup sur la responsabilité, sur ne pas bloquer le pays, sur l'esprit des manifestants. On va voir s'il y aura des débordements. Tout cela est assez classique. Je veux dire, le gouvernement est dans son rôle et dans sa rhétorique habituelle par rapport à une manifestation et aux grèves. Quand même, je rejoins ce que disait Olivier d'Artigol, et je le remercie, l'excellent Philippe Bilger.
Je ne suis pas complètement étonné qu'il n'aille pas manifester, mais on s'attend au gouvernement quand même à un mouvement minimum de la même ampleur que celui de 2010 contre la réforme d'Éric Woerth, qui avait culminé avec certaines manifestations au niveau national à 800 000 manifestants. Voilà un peu la jauge, la référence qui est celle du gouvernement. Je ne parle pas des syndicats par rapport à ce qui pourrait se passer demain. On verra. Si c'est en deçà, c'est un échec. Si c'est au-dessus, manifestement, il se passe quelque chose dans le pays. Si j'ajoute à ça le fait que la communication du gouvernement patine en ce moment sur le sujet, c'est-à-dire que sans même rentrer dans le cœur de la réforme et dans le thème de la réforme, le gouvernement a du mal à expliquer pourquoi il fait cette réforme aux Français. Je pense que les Français n'arrivent pas à comprendre pourquoi on fait cette réforme. Je rappelle qu'il y a 2 ans, en 2019, on était sur une réforme présentée par le même président de la République qui n'avait rien à voir. Et qui justement nous expliquait qu'il fallait surtout pas décaler l'âge de la retraite ou augmenter le durée de cotisation, qu'il fallait fondre tous les régimes actuels dans un seul régime et qu'on y arriverait comme ça. 3 ans plus tard, on nous présente une réforme qui n'a plus rien à voir, avec des objectifs qui diffèrent selon les ministres. C'est soit faire des économies, soit sauver le système. Il y a un moment, effectivement, cette incompréhension effectivement, peut peser sur le niveau de mobilisation. Et j'ajoute un dernier point, Philippe, excusez-moi. Oui, il faudra regarder attentivement ce qui se passe dans le secteur du privé. Et c'est là aussi où on arrivera à voir si cette mobilisation est d'une très très grande ampleur, quasiment inédite. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, direction Bédarieux dans l'Hérault. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Et vous vous attendez à une forte mobilisation et vous allez d'ailleurs manifester demain à Béziers. Et comment que je vais aller manifester? Bien sûr que la mobilisation de demain risque d'être exceptionnelle, à mon avis supérieure à la dernière grande manifestation que j'ai connue moi à Béziers en 2019. Je crois que c'était le 5 décembre de mémoire, la précédente réforme de Macron, qui effectivement n'avait rien à voir avec celle-là. J'ai des retours, parce que moi j'ai relayé la pétition intersyndicale qui, comme vous l'avez signalé dans votre émission, dépasse maintenant, je crois, les 500 000 signataires. Vous êtes fonctionnaire, hein? Oui, je suis enseignant. Voilà. J'ai relayé la pétition à mes 400 numéros de téléphone dans mon répertoire hier soir et les retours, ça m'a pris un peu 2 heures, mais ça a été très fructueux parce que les retours que j'ai eus sont effectivement assez impressionnants. Moi, je vais me retrouver demain à manifestation avec des gens que je n'ai jamais vus manifester et demain, il va y avoir des grévistes qui n'ont jamais fait grève, y compris dans mon secteur. Hein. L'école de mes enfants dans mon petit village à côté de Bédarieux est fermée. Dans mon lycée, on va être 95% d'enseignants grévistes, la moitié des agents, les 3/4 des AED. Enfin bref, oui, ça va être un mouvement. Ça va être une mobilisation demain véritablement massive, je le pense, et même à l'échelle de la sous-préfecture qui est Béziers. Vous restez avec nous, Gilles, bien sûr. Philippe Bilger, une réaction. Est-ce que je peux poser une question à Nicolas et peut-être à Gilles? Nicolas, est-ce que votre point de vue aurait été un peu différent si le gouvernement avait réglé avant le problème du travail des seniors, avant de lancer ce projet? Il y a deux sujets qui font que je pense que un maximum de Français aujourd'hui se posent des questions. Il y a effectivement cette question qu'on n'arrive pas à régler naturellement, même en expérience de pensée, qui est comment est-ce qu'on va faire travailler des gens plus longtemps et des gens plus âgés plus longtemps. Ça, franchement, personne n'y répond. Et les premiers à dire c'est pas possible, c'est quand même le patronat. Enfin, moi, je suis quand même assez marqué par la remarque et la réaction du MEDEF et de la CPME par rapport à cette histoire de l'employabilité des seniors. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième point qui n'a pas été réglé en amont et sur lequel le gouvernement patine, c'est les carrières longues. On nous avait dit qu'il y aurait des aménagements pour les carrières longues. Or, effectivement, la surprise du chef, qui est l'allongement du nombre de trimestres à cotiser, pénalise de fait les personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans. Et aujourd'hui, on peut considérer que 20 ans pour commencer à travailler, ça fait des carrières longues. Donc effectivement, ce point n'ayant pas été réglé non plus, ça fait 2 points très importants qui explique une partie de l'incompréhension, de l'inquiétude et peut-être même de la colère de certains Français. Vous vous rendez compte que nous sommes les mauvais élèves en Europe du taux d'activité des seniors et que le gouvernement ne prévoit que la création d'un index qui sanctionnerait uniquement les entreprises qui ne communiqueraient pas
sur cet index à l'échelle de leur entreprise. Alors qu'il faudrait des sanctions. Je donne juste cet élément. Si nous progressons de 10 points, simplement 10 points, sur le taux d'activité entre les 55 et 62 ans, on règle la question du financement par les cotisations sociales que ça fait rentrer. Gilles, qui est avec nous au 0826 300 300, vous qui êtes enseignant, lorsque vous entendez qu'Emmanuel Macron demain part en Espagne avec des ministres, le ministre de l'Intérieur mais aussi le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que ça envoie un mauvais message pour vous ? Je m'en fiche un peu de savoir où sera Macron demain. Non, mais je voudrais répondre à votre dernier intervenant là qui cherche des sources de financement. L'Oxfam vient de dire, et ça a été relayé à l'Assemblée nationale et dans la réunion de la NUPES hier, qu'il suffirait de prélever 2% pour les ultra riches ou les ultra milliardaires, je ne sais même plus comment les appeler. Les milliardaires, les 42 milliardaires du pays. Ouais, voilà, et on règle le problème. Donc c'est une réforme de classe, c'est une réforme d'un gouvernement de nantis. Pour donner encore plus d'argent à ceux qui sont les plus riches dans ce pays. Donc c'est complètement scandaleux, c'est complètement injuste. Et j'espère que les Français demain seront nombreux, et pas que les fonctionnaires, parce qu'on oppose les fonctionnaires avec les gens du privé. Oui, peut-être que c'est plus compliqué pour les gens du privé d'aller manifester, mais justement, nous les fonctionnaires, c'est moins compliqué pour nous de le faire, et ben on le fait, et on le fait pour eux. Moi, je manifeste moins pour moi. Pour moi, la réforme, je vais travailler 6 mois de plus pour avoir une retraite à taux plein. Il fallait déjà que je dépasse les 62 ans pour le faire. Mais là, c'est la double peine. Là, maintenant, si je veux partir à 62 ans, je pourrais plus. Il faudra que j'attende encore 2 ans de plus. Et en plus, on me fait cotiser un peu plus longtemps. Non, c'est vraiment scandaleux. Bougez pas, Gilles ira manifester demain. Si vous n'allez pas manifester, dites-le nous au 0826 300 300. Aude vous attend au standard. Sébastien Ménard, une réaction peut-être. Oui, enfin, on dit que les patrons, j'en suis, sont pas d'accord avec cette réforme des retraites. C'est totalement faux. On dit évidemment qu'il faut réformer le système de retraite, qu'il va falloir travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais on dit aussi baisser les charges sur l'emploi, sur le travail, et des gens, on peut en recruter. Des seniors, on va pouvoir en embaucher ou on va pouvoir les garder. Qu'il n'y a pas suffisamment déjà d'exonération de cotisations patronales. Mais moi, je trouve, monsieur, que je paye trop. Moi, monsieur, je trouve que je paye. 158 milliards d'aides aux entreprises dans notre pays. Mais moi, j'en fais pas partie. Vous pensez que toutes les exonérations en cotisations patronales sont justifiées ? Mais il y a des sur les SMIC, à 2,5 SMIC, c'est justifié aujourd'hui ? En tout cas, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si vous baissez les charges patronales, ça libère, parce que évidemment, il y a des patrons qui en profitent pour eux et pour ne pas recruter, mais il y a aussi des tas de patrons très vertueux qui, moins de charges, c'est plus d'emplois. Voilà, plus d'emplois, c'est plus de seniors, c'est plus de jeunes, c'est plus de gens qui cotisent et c'est moins de gens en galère. Eh bien, bougez pas, ça sonne 0826 300 300. Thierry est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous nous appelez d'Anglette, merci beaucoup. Est-ce que vous allez aller manifester demain ? Non, je suis dans le privé, je pourrais aller manifester sans problème, mais je n'irai pas. Et pourquoi ? Moi, parce que je considère que Macron, il a été élu, et dans son programme, il était prévu qu'il retouche à la retraite, tout le monde le savait, il ne fallait pas voter pour lui. Donc je pars du principe qu'on est en démocratie, effectivement. Il a été élu démocratiquement. Je ne dirais pas voter, je dirais pas manifester. Pourtant, j'ai déjà fait des grèves pour plein de choses, mais là, c'est se moquer du monde. On va élire un président et après, on le conteste dans la rue. C'est quoi ça ? C'est plus une démocratie. Il est élu normalement, donc il a dit qu'il touchait aux retraites. Il touche aux retraites. Après, ce qui me surprend, c'est que ce soit d'extrême gauche et d'extrême droite, personne ne parle de la retraite des politiques. On n'en parle jamais. Pourtant, il me semble qu'ils ont de bons avantages. Si c'est sûr que les cumuls des retraites des politiques, c'est faramineux. Quand je vois Hollande qui touche plus de 32 000 euros par mois, c'est une honte. On pourrait limiter, par exemple... Alors, je vous coupe à 32 000 euros par mois. S'il les a, c'est pas que les retraites. Parce qu'un président de la République qui est donc membre de droit du Conseil constitutionnel, ça donne 13 ou 14 000 euros par mois. Oui, c'est une honte. On pourrait limiter à 5 000 euros. Je sais pas, voilà. Donc, je ne dirais pas manifester et pas gêné du tout de ne pas aller manifester. Je suis droit dans mes baskets. J'assume totalement. Restez avec nous, Thierry et Gilles, tous les deux. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? Je trouve, Thierry, que votre propos est tout à fait vigoureux et est intéressant. Mais est-ce que vous considérez véritablement que le citoyen a été bien informé des projets sur les retraites du président de la République à partir de contradictions que lui-même a admises ? Je pars du principe qu'à partir du moment où on sait que nos politiques sont loin d'être des gens de parole et honnêtes, je me dis qu'à partir du moment où on dit que je vais toucher aux retraites, il faut quand même s'attendre à ce que ça ne s'améliore pas, que ça
se dégrade. Et comme on est en France toujours en train de regarder ce qui se passe à l'étranger, on prend toujours le plus mauvais à l'étranger. Vous allez voir, il ne va pas s'arrêter à 64 ans, on va y arriver à 70. On parle du Danemark qui parle de 70 ans, et on va y aller de toute façon. Et en cotisant à 44 ans, on dit il faut cotiser 44 années, mais personne n'a un emploi constant, on tombe au chômage, et toutes les périodes de chômage ne sont pas prises pour la retraite. C'est une rigolade. Et effectivement, on oppose le privé, le public. Oui, effectivement, le public, ils ont beaucoup d'avantages. Et alors, tant mieux pour eux, ils ont choisi le public. Tous les gens n'avaient qu'à aller dans le public. Et puis voilà, il fallait aller dans le public, il fallait réfléchir avant. Voilà, donc... Merci beaucoup. Juste le mot de la fin avec Nicolas Corato. Vous avez 30 secondes, justement. Alors, vous voyez le pour et le contre. Un j'irai et un j'irai pas. Non, mais il y a un problème de calendrier. D'abord, en France, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, c'est pas parce que vous êtes élu sur un programme que vous êtes dans l'obligation de le mettre en œuvre. Il y a un problème de discernement, c'est-à-dire est-ce que c'est la bonne période actuellement avec la crise que connaît la France et pour les problématiques géopolitiques pour diviser le pays. Troisièmement, on va me dire c'est jamais la bonne période et on aura raison. Mais troisièmement, il faut regarder le passé. On a eu quasiment une réforme de retraite par quinquennat ces 20 dernières années. Et à chaque fois, on nous explique qu'il faut sauver le système au prochain quinquennat. Il y a un moment quand même où ça pose une difficulté sur la manière dont les hommes politiques dans ce pays arrivent à être quasiment efficace. Ça sert à rien de mettre les gens dans la rue une fois tous les 5 ans pour ne pas arriver à ses fins, c'est-à-dire à pérenniser un système auquel tout le monde tient. Merci beaucoup Nicolas Corato d'avoir été avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Merci Thierry, merci Gilles de nous avoir appelés. Et puis vous le savez, à partir de 18h50, vous pouvez nous rappeler si vous voulez recommenter ce débat, ce grand débat du jour. Vous restez avec nous dans un instant. On se détend. On a Simon qui nous attend au standard pour jouer contre l'un de nos éditorialistes du jour. J'espère que vous avez regardé un petit peu l'actualité, messieurs, parce que je pense que ça va être sévère ce soir. Tout de suite, le quiz, juste après la petite pause. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À 17h52 sur Sud Radio, on voit les tricheurs, les mauvaises foi, les futurs gagnants. Les futurs gagnants. C'est Olivier, bien sûr. Simon va le choisir. Absolument pas. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et nous sommes avec Simon. Bonsoir Simon, comment ça va? Bonsoir Simon. Bonsoir Philippe. Simon, je vous rappelle les règles du jeu. Vous allez devoir jouer contre Philippe Bilger ou contre Sébastien Ménard ou contre Olivier d'Artigol. On va vous poser une question. On ne vous donnera pas les possibilités. Si ni l'un ni l'autre ne donne la réponse et si ni les deux autres qui ne jouent pas ne donnent pas la réponse, on vous proposera 3 propositions. C'est bien ça. Oui, taisez-vous Olivier d'Artigol. Pour l'instant, mais on joue pas ou on joue? Pour l'instant, vous n'existez pas. Voilà. Simon, mon cher Simon, qui choisissez-vous? Philippe Bilger, Sébastien Ménard ou Olivier d'Artigol? Attention. Je ferai confiance au hasard. Je vous laisse choisir. Allez-y, Simon. Allez, Olivier d'Artigol. Olivier d'Artigol, voilà, Olivier d'Artigol. Attention. Merci Simon. Donc je vous rappelle. Merci Simon. Il est facile à battre. Donc en tout cas, on pose une question, l'intitulé, vous répondez, pas de réponse, on vous donne des propositions. Question américaine. Attention, où se sont retrouvés des élèves américains lors d'une sortie scolaire? Je sais pas. C'est beau. Alors. Simon Non, je sais pas. Les garçons, Philippe, Sébastien, des élèves de 11 ans. Vous regardez pas l'actu, c'est pas possible. 3 possibilités. Dans un club de striptease, dans un salon à chicha ou dans une maison close. Maison close. Non. Oui. Dans un club de du pur hasard. Striptease, effectivement. C'est marrant. C'est du pur hasard. Ouais, c'est parce ça. que j'ai regardé Philippe David. Ouais. Vous avez regardé Philippe David. Je ne fais pas d'heures sup dans les clubs de striptease, cher ami. Bon, et Simon, on y va, on envoie du lourd. Deuxième question, c'est une question. Qui qu'a dit, Philippe David? Qui a dit les effets de manche ne marchent pas, les procès en trahison, je suis immunisé. C'est du SOPS. C'est du SOPS face à Olivier Faure. Hein. C'est ça. Hier à l'Assemblée. Philippe Bilger a été un poil plus rapide. Il peut jouer. Oui. Je l'ai énoncé vous m'écoutez pas. Alors il y a une ambiguïté, mais que Cécile a clarifié. Voilà, c'est ça. Donc 2. Et l'ambiguïté, c'est vous, Olivier d'Artigol. Je suis une ambiguïté. Alors donc 1 point pour Olivier d'Artigol, 2 points pour Philippe Bilger. Écoutez bien, Simon, cette question
Simon. Oui. C'est un peu une question, ça peut être une question chamboule-tout. C'est une question insolite. Qu'est-il arrivé à Xavier Prédévélo, maire de Saint-Porquier dans le Tarn-et-Garonne? Dites quelque chose, Simon. C'est pas le gars qui prétend... Non, je confonds avec la Bretagne. Qu'est-ce qui peut arriver à un maire, selon vous? D'être frappé. Non. Agressé. Non. Non. Ne regardez pas comme ça, Olivier d'Artigol, je ne vous donnerai pas la réponse. Bon, allez, 3 propositions. Première proposition, il a été injustement accusé d'escroquerie à cause d'un homonyme. Deuxième proposition, il a été déclaré mort par erreur. Troisième possibilité, la mairie menacée d'expropriation. 3. Non. La 1. Non. La 2. La 2, la 2, il y a du métier, il y a du métier chez Olivier. C'était effectivement la 2. Il a été déclaré mort par erreur, ce qui est quand même assez dingue. Non, parce qu'il a déclaré quelqu'un mort et ils ont confondu l'envoyeur de l'information avec malheureusement le. Oui, c'est un peu gênant. C'est un peu ballot, comme on dit. Mais le tout, c'est qu'il soit en vie. Oui, mais il aurait pu être saisi et mourir. Oui, c'est vrai. Allez, une dernière question. Question millionnaire. Oui. Qu'ont demandé plus de 200 millionnaires dans une lettre adressée aux dirigeants mondiaux lors du Forum économique de Davos? Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon. 200 millionnaires. Oui, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est surprenant. Ah, c'est surprenant. Je l'ai pas. Si vous étiez riche, Simon, c'est un truc hallucinant. Je redistribuerai pour aider les autres. Je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez-y, creusez, c'est bon. Je proposerai de reverser de l'argent à des associations magnifiques. Donc de les taxer davantage. On vous donne 2 points. On est gentil. Moi, j'étais trop dogmatique pour trouver cette solution. Il voulait tout confisquer, l'Artigol. Sachez qu'au Forum économique de Davos, effectivement, les 200 millionnaires ont adressé un courrier en demandant de les taxer davantage. C'était la fête de l'humain, Davos, cette année. Merci Simon. Bravo, Simon. Bravo, Simon. Simon, merci d'avoir joué avec nous. Vous restez avec nous, bien entendu, jusqu'à la fin de l'émission. Vous intervenez quand vous voulez. Et vous aussi, 0826 300 300. Dans quelques instants, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et puis, notre tour de table de l'actu des VV aussi. Beaucoup de sujets. Et puis, à 18h30, on reviendra sur les Français qui font pas assez de bébés. Donc, les garçons, il va falloir s'y mettre. J'ai envie de vous dire. Voilà. Et envoyez-nous des photos. 0826 300 300. Les bienvenus. Les nouveau-nés. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, comme tous les jours. Ça va toujours, mon Philippe? Toujours, mieux que jamais. Ah, tant mieux. Et Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech, bien entendu. Ça va, Sébastien? Au top. Bon, très bien. Olivier d'Artigol. De mieux en mieux. Oui, c'est quoi? C'est tout doucement, ça monte. Dépêchez-vous parce que l'émission est bien finie. Et en plus, tout va bien puisque Les Vraies Voix dégustent des biscuits offerts par Ludovic, un fidèle auditeur, des biscuits charentais qu'on remercie. Ils sont absolument délicieux. Et notre corps ne vous remercie pas forcément, bien sûr, Ludovic. Et dans quelques instants, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. En attendant, c'est le mot du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le mot du jour. C'est avec Philippe David, bien sûr. Le mot du jour est le mot synonyme, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale des synonymes. Pour le Larousse, un synonyme est ce qui se dit de termes que l'on peut substituer l'un à l'autre dans un énoncé sans changer le sens de celui-ci. Synonyme vient du latin synonymum, qui vient du grec synonymos et est composé de syn, qui signifie avec, ensemble, et onyme, qui signifie nom, bref, le nom commun. Les Vraies Voix étant des puits de savoir, enfin plutôt ceux qui animent les Vraies Voix, ou des puits tout court, sans fond, nous allons faire un examen de synonymes. Vous êtes prêts, les Vraies Voix? Attention, attention. Allez, on commence par un mot que les hommes détestent entendre. Migraine. Un synonyme. Ceinture. Non, en un seul mot. En un seul mot. Migraine. Ça vient du grec. Oui. Névralgie. Céphalée. Bonne réponse de Philippe Bilger qui marque un point. Il nous a aidés. On continue avec un ustensile qu'on est toujours heureux d'avoir sur la table pour un dîner en compagnie de celui ou celle qu'on aime. Chandelle. Bougie. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Allez. Sébastien Ménard, vous répondez quand vous voulez. C'est parce que je t'ai regardé en même temps. Non, j'ai juste fait une blague. Moi, on dit migraine, je dis synonyme ceinture. Oui, c'était très bon. Voilà, le seul qui a relevé, c'est Philippe David. Oui. Mais j'ai pas eu de point. Sophie avait compris. Je viens de comprendre. Je vais
Cécile. Alors maintenant, je vais vous demander un synonyme des vraies voix. Je vais vous faire 3 propositions comme dans le quiz. Oui, vous allez-y. êtes prêts Cécile de Minibus, 3 propositions. Réponse 1, colonel. Réponse 2, avion de chasse. Réponse 3, blonde. Colonel. La 2. La 2. Ouais. Avion de chasse, Ouais. colonel, et vous Et 2. Avion de chasse. Bon, 2 avions de chasse. Ça vous c'est va pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ça J'aurais va, pu le dire haut. les 3, mais bon, c'est pas grave. On va continuer La avec fille jamais contente. un synonyme de Philippe Bilger. Ouais. Oula. Réponse 1, procureur. Réponse 2, intellectuel. Ouais. Réponse 3, Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Bonne réponse. Non, mais là, on me flatte. Non, c'est pas juste Sébastien. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Vous voyez, on vous a entendu là dans le casque. On vient de vous entendre. Vous disiez que c'était peu plausible et pourtant c'était beaucoup plus plausible qu'intellectuel. Vous êtes d'accord? C'est ça, absolument, absolument. Oui, mais au moment clé, je vais perdre mes illusions. Je ne sais pas si c'est vous qui allez perdre des illusions ou c'est madame. Je ne sais pas. On continue avec le synonyme d'Olivier d'Artigol. Réponse 1, Marx. Réponse 2, Lénine. Réponse 3, Roussel. Ouais. Roussel. Bah ouais, Roussel. Roussel. Ouais, Roussel. Ça vous va bien? Ça me va bien. Ça me va bien. Celui va bien. Il est Roussel. plutôt moderne. Mais vous savez que j'ai une vie beaucoup plus fantasque que tout ça. Hein. Ah bah oui, racontez-nous. Non, mais j'ai un imaginaire plus étendu. Olivier n'a jamais voulu tuer personne sur le plan historique. Et en plus, on l'adore. On va continuer avec Sébastien Ménard. 3 propositions. Ouais. Basket, panier, Robert. Basket. Philippe Bilger, panier. Panier. Ouais, basket, ouais. Bon bah basket, ça vous va bien? Ça me va bien, basket. Allez, finalement, Casquette. comme un... Casquette, oui. Bah Oui. oui, aussi, Ouais, basket ouais. et casquette. Finalement, comme un synonyme et ce qu'on peut substituer l'un à l'autre et que nos vraies voix sont toutes uniques, elles sont toutes irremplaçables, même par un homonyme. Oh, il est mignon. C'est mignon. Il est tellement lèche-botte. Et on n'a pas demandé pour lui, Non, ma chère fille. Non, mais je fais pas sur moi, non. jamais. Non, non. Je vois à votre regard que vous auriez un Lubrique. synonyme. J'ai pas osé le dire. C'est ça. Allez, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, parmi les sujets très discutés sur les réseaux sociaux ce soir, c'est Davos. Oui, Davos, où se tient le Forum économique mondial. Davos, où vous en parliez tout à l'heure, dans une lettre aux dirigeants du monde, 200 millionnaires réclament à être taxés davantage. Vous, nos représentants dans le monde, vous devez nous taxer, nous les ultra-riches. Vous devez commencer maintenant, écrivent les millionnaires dans leur lettre. Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens, selon ce document. Document signé par 200 millionnaires de 13 pays différents, parmi eux 2 Français, mais aussi Abigail Disney, la petite fille de Walt Disney, par exemple. Quant au ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, il a déjà réagi ironiquement chez nos confrères du service public ce matin sur le thème « Venez en France, nous saurons vous taxer ». Au bon accueil, merci beaucoup. Mais les réseaux sociaux parlent aussi de Davos pour une raison particulièrement surprenante. Oui, une info révélée par la presse britannique et américaine aussi, avec par exemple l'article du Daily Mail très partagé à propos de la demande de prostituées qui augmenterait drastiquement à chaque forum économique dans la station de sport d'hiver suisse et notamment cette année. L'élite mondiale qui s'attaque au plus grand problème du monde, y compris l'inégalité entre les sexes, lors du sommet de Davos, alimente cette augmentation de la prostitution dans la station suisse, écrit le Daily Mail. Les escortes sont réservées dans les mêmes hôtels que les puissants patrons, leurs employés, lors de ce sommet de 5 jours qui a débuté le 16 janvier, écrit le journal britannique. Article partagé, très partagé sur les réseaux, par exemple par l'économiste français Jacques Sapir, qui ajoute ce commentaire: Davos, ce grand bordel au sens littéral du terme, l'opulence, l'arrogance, l'outrecuidance et l'indécence. Eh ben ça commençait bien, ça finit mal, Philippe Bilger. Oui, enfin, on peut faire le trottoir partout. Hein. Là, l'on choisit dans des hôtels luxueux, c'est parfait. Voilà. Olivier d'Artigol est dubitatif. Non, rien de très surprenant. Ah bon, d'accord. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des milliardaires, on est d'accord. Ça a un rapport avec je pense que le monde du pouvoir dans les très hautes strates fonctionne d'une certaine manière, oui. Je pense que pour eux, tout est marchandise.
Et il y a des pénétrations plus détestables. Oui. Bravo, Philippe. Sébastien Ménard. Ça marche aussi dans les fédérations sportives, dans les syndicats. Bien sûr, ça marche un peu partout. Ça s'appelle la pro. Oui, ah oui. Dans les congrès de. Non, mais ça peut s'appeler autrement, mais de Davos à la fête de l'UMA, je pense qu'on peut avoir les mêmes réflexes. Non, la fête de l'UMA, il n'y a pas d'escorte. Non, je ne laisserai pas dire des bêtises et des contre-vérités. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, d'accord. Non, mais je le dis. Je crois, Olivier. On vous croit, Olivier. Mais dans la journée, au moins dans la journée de la fête de l'UMA, il n'y en a pas. Oui, non. Vous êtes sûr? Il y a des forts d'escorte. C'est pas la même chose. Ça, c'est une bonne vanne. Enfin, une bonne vanne de Philippe David, s'il vous plaît. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vrais voix. On va revenir avec Philippe Bilger sur cette discussion entre Olivier Dussopt et Olivier Faure, et puis Olivier d'Artigol sur le poids de retraite finalement sur les salariés, et Sébastien Ménard qui veut opposer la France qui bosse et la France qui défile. Et vous voulez commenter, c'est facile. 0826 300 300. Vous êtes plutôt Philippe Bilger, vous êtes plutôt Olivier d'Artigol ou Sébastien Ménard, ou ni l'un ni l'autre, ou les trois. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comme chaque jour, on vous souhaite la bienvenue. 18h19, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Entre 19h et 20h ce soir, on reviendra sur la retraite, les seniors. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, passer 60 ans, trouver du travail? Est-ce qu'on est encore appétissant, en tout cas pour les entreprises? On en parlera avec nos invités. Mais tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu sur les sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger est avec nous. Et vous voulez revenir, vous, sur ce discours, en tout cas cet échange entre Olivier Dussopt et Olivier Faure. Vous écoutez, c'était hier à l'Assemblée nationale. Monsieur Dussopt, je vous ai connu à une autre époque où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt. Celles et ceux qui effectivement n'avaient que vous pour les défendre, et vous les avez oubliés. Vous êtes aujourd'hui de celles et ceux qui allaient défendre un projet de loi où celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 20 ans auront à cotiser 44 années quand tous les autres n'auront à cotiser que 43 ans. Voilà ce que vous défendez aujourd'hui. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous. Alors justement, cet échange m'a intéressé. D'abord, il est violent et il n'aurait pas été inconcevable que Olivier Faure et Olivier Dussopt est un échange sur le même thème, mais beaucoup plus courtois. Qu'est-ce que ça veut dire de la part d'Olivier Faure? J'ai honte pour vous. Alors, ces deux tempéraments ne s'apprécient pas. Et je me demande si par ailleurs, et c'est la vraie question que je pose, si l'Assemblée nationale n'est pas une structure qui oblige à gauchir, à caricaturer, à dénaturer la vérité qu'on a envie de dire. Est-ce que c'est fatal ou est-ce qu'on peut espérer parfois des dialogues de bonne loi? Oui, Sébastien Ménard. Il faut juste aussi, pardonnez-moi Philippe, juste pour compléter, il faut juste comprendre que du point de vue des socialistes, Olivier Dussopt est un traître. Il est une prise de guerre macroniste. Il avait des responsabilités au sein du groupe parlementaire socialiste. C'est une prise de guerre. Voilà, c'est quelqu'un qui en 2017 n'a pas fait campagne pour lapsus révélateur pour Emmanuel Macron. Il a fait campagne contre Emmanuel Macron et il a été convaincu par ses journées, Attal, etc., de rejoindre le gouvernement. Mais on a le droit de changer d'avis, Olivier d'Artigol. Je suis macronien, mais je le dis, il a été acheté. Non, mais on peut changer d'avis, Olivier d'Artigol, ou pas? Oui, on peut. Ce ne sont pas les girouettes qui tournent c'est le vent, comme disait Edgar Faure. Très bonne citation. On peut changer d'avis. Mais les conditions dans lesquelles ce mercato politique, où on quitte sa famille pour aller ailleurs, le timing, la manière dont ça se passe, en dit beaucoup quand même sur une personnalité politique. Il est smart. On peut être déçu de son parti quand même, on a le droit, non? Oui. Mais tout dépend, alors Cécile, la question est très juste, mais tout dépend du moment.
Comme disait Talleyrand, la trahison, c'est qu'une affaire de date. C'est très vrai. Tu en connaissais un rayon en trahison, Talleyrand, d'ailleurs. Absolument. Et sur ce point retraite, par exemple, Olivier d'Artigol, vous dites qu'on ne peut pas faire peser le poids des retraites que sur les salariés. Ce que je veux simplement dire, c'est que si beaucoup, dont je fais partie, jugent cette réforme idéologique et dogmatique, c'est que sur la question de son financement, l'exécutif, dès le début, a mis une ligne rouge comme quoi on ne pouvait pas aller chercher ce financement ailleurs que sur les mesures d'âge. Recul de l'âge légal et accélération de la durée de cotisation. Or, de nombreux économistes qui ne sont pas tous des anti-libéraux, qui ne sont pas tous d'une pensée hétérodoxe par rapport à la pensée dominante, disent qu'il y a d'autres modes de financement possibles. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, j'en prends que 2 ou 3. Si on demande aux entreprises de faire un effort pour conserver leurs seniors, qui ont de l'expérience, qui pourraient être des tuteurs pour des plus jeunes qui arrivent dans l'entreprise, si on augmente ce taux d'activité de 10 points, ça finance, ça va chercher les 12-15 milliards dont on a besoin. Si on fait un effort, même modeste, sur le niveau des cotisations, qu'elles soient des salariés ou cotisation patronale, on pourrait aller chercher. Si on fait un effort sur l'égalité salariale femmes-hommes, si les femmes étaient payées au même niveau pour le même métier, ça fait rentrer 5 milliards. Ce que je regrette dans ce dispositif gouvernemental, c'est qu'il n'a pas ouvert ce débat qui aurait pu permettre d'abord l'atterrissage de la CFDT. Mais est-ce que... Ça n'aurait pas été rien pour l'exécutif. Et donc ça apparaît pour beaucoup de personnes, ah mais tiens, on nous demande de faire ça, mais les autres, pourquoi ils ne sont pas mis à contribution? Ne pas l'avoir fait avant, Olivier, parce que moi j'entends plein de gens là qui disent on aurait dû, on devrait, on machin. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on aurait dit. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Surtout que ce financement ne réglera pas l'avenir des retraites de manière pérenne. Il y a une phase de revoyure. On verra si il y a une phase de revoyure en 2027. Olivier, vous serez demain à la manif? Oui, bien sûr. Oui, parce que je viens de cette tradition de la gauche et que c'est mon ADN. Et que dans ces moments-là, moi j'y trouve aussi des... J'écoute, je regarde, je regarde les panneaux, je discute. J'en ai besoin. J'en ai besoin, y compris dans mon activité de chroniqueur politique, pour sentir ce qui se dit. Moi, je sais sentir une manif parce que je défile depuis que j'ai 15-16 ans. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, moi, oui. Et justement, en parlant de mobilisation, vous, j'imagine que Sébastien Ménard, entrepreneur, vous ne serez pas à la manifestation demain. Viens avec moi demain. Allez, viens. Vous voulez opposer la France qui bosse, finalement, ce que disait tout à l'heure notre auditeur, avec la France qui défile. Alors, moi je voudrais évidemment vous parler d'une actualité qui est le quotidien de nombreux Français, qui est le travail. Bah écoutez, justement, le travail c'est la santé. Et ben voilà. Ça vous va bien ça? Je ne fais que travailler moi. Donc demain il y aura donc 2 France, celle qui bosse et celle qui va manifester, et celle qui va bloquer. Et j'ai une petite anecdote, ce week-end j'étais au sein de la France du petit beurre, j'étais à Nantes où j'ai rencontré la France qui travaille, la France qui entreprend et la France qui veut réussir en travaillant. Ce week-end à Nantes, effectivement, j'ai réuni dans le cadre de mes activités 350 personnes, donc 350 personnes volontaires, motivées, qui ont payé pour participer à un séminaire pour tenter d'avoir, je dirais, ce goût de l'initiative, ce goût d'entreprendre et cette volonté de réussir par le travail. Et Nantes, c'est effectivement la terre d'origine d'un célèbre biscuit, le petit beurre. Alors savez-vous pourquoi le fameux biscuit est constitué de 52 dents? Oui, je le savais, mais je ne sais plus. 52 dents pour 52 semaines. Oui. 4 gros coins pour les... 4 saisons. Bravo. 24 trous pour les... 24 heures. Et mesure 7 cm pour les... 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine. Voilà, exactement. Bravo, monsieur Philippe David. Enfin, vous ne m'étonnez pas. Voilà, la France du petit beurre, c'est donc une France qui travaille et dont le travail, et pour lequel la France et le travail en France est une passion. C'est tous les jours que nous sommes passionnés avec ces 350 futurs entrepreneurs ou entrepreneurs par notre travail. Le travail, monsieur d'Artigol, c'est le travail qui crée de la richesse, le travail qui peut payer les retraites. Et c'est seulement lorsque cette richesse est produite qu'elle est partageable. Elle ne peut pas être partageable ou exigible avant d'être produite. Le travail crée du travail. Et c'est seulement parce qu'il y a des entrepreneurs et des entreprises qu'il y a des emplois et du travail. Et évidemment, les travailleurs contribuent
très largement. J'aimerais te poser une question. Ouais. Ah pardon. Je vais aller au bout. Donc je voulais profiter Rapidement. de ce petit temps de parole pour rappeler des évidences pour certains et des vérités cruelles pour d'autres. Il y aura donc demain une France qui bosse, une France qui manifeste, une France qui bloque, et moi je serai du côté de la France qui bosse. J'aimerais juste réagir à une dimension de ton billet, de ton coup d'humeur. En 4 secondes, ça va être difficile. Allez, on y va. Demain, il y aura aussi les premiers de corvée. Ces métiers dont on a dit pendant la crise sanitaire qu'ils étaient très importants et que leur utilité sociale pesait pour beaucoup. Ils vont prendre une journée de salaire qu'ils n'auront pas parce qu'ils jugent que c'est important pour eux d'aller manifester pour défendre un peu leur avenir. Ils sont aussi de la France du travail, ils méritent le respect, c'est pas des feignasses. Je les respecte. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Philippe Bilger, allez-y. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant dans la contestation de ce projet, Sébastien, j'ai entendu des choses, c'est une volonté précisément de montrer que le travail n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Et 10% de la vie des gens sont consacrés au travail. Au début du siècle, c'était plus de 70%. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus que ça. 10% de la vie, donc 90%, c'est le reste. Le non-travail. Ouais. Donc il faut en tenir compte. Bon, on vous laisse réfléchir sur cette phrase de fin. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, bien entendu, 0826 300 300. Ne les laissez pas parler. Venez nous en parler. On va parler justement dans le coup de projecteur du nombre de naissances en France en 2022 qui est au plus bas enregistré depuis la Deuxième Guerre mondiale. Philippe, engagez-vous. Appelez-nous pour savoir pourquoi vous ne faites pas d'enfants, pourquoi vous voulez en faire et pourquoi aujourd'hui ça vous fait peur d'avoir une transmission. Vrai sujet. Ouais. On vous attend au 0826 300 300. Vous avez renoncé à avoir des enfants pour des problèmes de précarité, pour des problèmes de taille de logement, ça arrive, pour des problèmes de pouvoir d'achat, par peur de l'avenir. Certains disent qu'il y a les non-enfants Greta, puisqu'on a peur de l'apocalypse planétaire. Appelez-nous au 0826 300 300. On vous attend, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Oh ben dis donc, le temps passe vite avec vous. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. On va parler bébé ce soir, hein, petit bébé. Et ça, c'est le coup avec nos. On va la berceuse là. Vous imaginez quand on a marqué un but. Quand Philippe Bilger était petit, on le prenait comme ça. Fais dodo, mon Philippe. Le Brésilien sa femme venait d'accoucher à la Coupe du Monde 94. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, avec Sébastien Ménard, entrepreneur, est avec nous, et Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, est avec nous aussi. On est ravis de vous retrouver. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur ce nombre de naissances en France en 2022, qui est au plus bas, jamais enregistré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Philippe. Oui, Cécile, 31% des femmes en âge de procréer ne souhaitent pas avoir d'enfants en 2022, ne souhaitaient pas. On est juste au début 2023. C'était une enquête IFOP pour elles. Elles étaient 2% en 2006. Pourquoi ces femmes ne veulent pas avoir d'enfants? Il y a des choses dingues qu'on apprend. 91% n'en veulent pas pour des raisons d'épanouissement personnel, 81% pour des raisons climatiques et politiques. Et seulement, je dis bien seulement, mais avec des guillemets, 63% n'en veulent pas pour des raisons financières et familiales. Vous voulez témoigner? On vous attend au 0826 300 300. Vous avez renoncé à un premier, à deuxième ou à un troisième enfant. Les vraies voix sont prêtes à vous écouter. Ah oui, je pensais que vous alliez dire à vous aider. Je sais pas du tout. François Cros est avec nous, directeur d'études d'opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, qui a mené l'étude justement en septembre 2022. Bonsoir François Cros, merci d'être avec nous. Juste avant un petit tour de table avec Philippe Bilger. Vous, Philippe, vous avez fait des enfants. Est-ce que dans votre famille, autour de vous, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que certains hésitent avec la société d'aujourd'hui à faire des enfants? Je le comprends difficilement, mais en même temps, qui serais-je pour juger? Je veux dire, d'abord, j'élimine évidemment tous les couples qui ne peuvent pas physiquement avoir des enfants. Je ne voudrais pas offenser qui que ce soit. Sur le deuxième plan, il y a une infinité de gens, je m'en rends compte tous les jours, qui n'aiment pas les enfants. Je veux dire, qui n'éprouvent pas le besoin de procréer, alors qu'à mon sens... Qui n'ont pas l'instinct maternel ou paternel. Voilà, alors que c'est un pouvoir fabuleux qui nous est donné. Troisième élément, il y a une multitude de raisons, notamment financières, qui expliquent que des jeunes couples ou d'autres ne veulent pas procréer, et au
au fond, il y a un mélange très étrange aujourd'hui. C'est à la fois un repli sur soi, un individualisme et en même temps une peur de l'avenir, voire le futurisme écologique. Les gens ont très peur pour plus tard et en même temps veulent avoir la paix tout de suite. Et donc ça peut expliquer pourquoi il y a moins d'enfants aujourd'hui. Cette actualité nous fait retrouver les enjeux démographiques qui ont été ô combien mis de côté au cours des dernières années. On en a peu parlé au final. Et on n'en parle pas pour la réforme des retraites, alors que c'est un enjeu fondamental. Bien sûr, entre la part des cotisants et des retraités. J'ai été étonné en lisant les articles de voir l'âge moyen pour le premier enfant. L'âge des femmes pour leur premier enfant. De plus en plus tard. L'âge moyen est à 31 ans aujourd'hui. C'est de plus en plus tard. Et pour être entouré de jeunes adultes et pour en parler avec eux, avant qu'ils prennent cette décision, ils doivent passer par un sas qui va de 20 à 30 ans où ils ont besoin de construire leur vie, de la sécuriser, je prends ce terme-là, c'est le premier qui me vient, et même de la sécuriser pas qu'économiquement, mais se sécuriser eux-mêmes dans leur projection avant d'accéder à ce projet-là. Alors qu'il y a quelques années, la vie était peut-être, apparaissait moins insécure et plus douce. Sébastien Ménard. Vous connaissez mon expression favorite ? Non. La mère des imbéciles est toujours enceinte. Voilà, c'est une sentence latine en fait qui dit ça. Donc moi je n'accepte pas le pessimisme ambiant, je n'accepte pas l'individualisme tel qu'en parlait Philippe, je n'accepte pas l'égoïsme. Voilà. Donc dire que finalement en ne faisant pas d'enfants, parce que j'entends un certain nombre d'amis trentenaires ou quadragénaires me dire on fait pas d'enfants parce que finalement c'est compliqué, on va aider la planète, on va alléger la planète. En fait, ils s'allègent la vie en fait. C'est aussi ça la réalité. C'est que quand on creuse un petit peu, au premier vers c'est la planète et puis au deuxième vers non mais en fait ça m'emmerde, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être tranquille, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est ma sentence favorite finalement s'applique sur ce sujet. Mais ça n'engage que moi. Oui, ça n'engage que vous. Simon est avec nous au 0826 300. Simon, ne bougez pas. François Cros, vous êtes directeur de cette étude d'opinion. Finalement, qu'est-ce qui revient le plus souvent sur le fait de ne pas avoir envie de faire d'enfants aujourd'hui ? Je serais un peu d'accord avec l'intervenant précédent là, puisque notre enquête est la première qui a été faite sur le sujet depuis 15 ans. On avait des chiffres assez spectaculaires sur le nombre de femmes qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants. On avait 30% des femmes en âge, en capacité de procréer, qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants maintenant ou plus tard. C'était un chiffre qui était très largement supérieur, près de 20 points à ce qu'on observait dans le passé, dans les enquêtes de l'INAED. Ce qui sortait, au fait, c'est que si le non-désir d'enfant, c'est un phénomène qui est multicausal, elle montrait au fait que les motifs d'ordre éthique et politique, comme tout ce qui est éco-anxiété, insécurité, féminisme, surpopulation, au fait, arrivent loin derrière des logiques beaucoup plus individualistes. Et on voit que, tout comme ce qui retarde tout simplement l'échéance de la paternité chez les hommes, ce qui la retarde chez les femmes, c'est tout simplement l'idée que je pense à moi d'abord. Et on avait comme premier motif le sentiment qu'avoir un enfant n'est pas aujourd'hui indispensable à son épanouissement personnel, 50%. Le deuxième, l'envie de rester libre, ne pas avoir de responsabilité parentale, 48%. Et puis après, autour d'un tiers, on avait des éléments liés au climat, à la surpopulation, au risque aussi d'attentats, à l'immigration, les guerres, etc. Donc, entre ce qui est du politique et de l'individuel, il y a clairement quelque chose qui penche d'un côté. Mais tout ça aussi, moi, je suis responsable aussi du pôle genre, sexualité, santé sexuelle à l'IFOP, vous savez. Et dans nos enquêtes, on voit bien qu'il y a une prise de conscience féministe de plus en plus forte, notamment dans un pays comme la France, qui est beaucoup plus sécularisé, où les femmes travaillent beaucoup plus et où le féminisme est aussi assez puissant, on va dire, médiatiquement. Tout ça, en fait, on a le sentiment, en fait, que ça traduit aussi un rejet de la charge maternelle qui pèse encore toujours bien nettement plus sur les épaules des femmes que sur les des nôtres. Et donc, pour tous les natalistes qui existent et qui s'inquiéteraient encore de ces chiffres mauvais que sort l'INSEE, pour moi, il est difficile de ne pas y voir aussi la trace de l'inégale répartition des tâches parentales.
qui, à mes yeux, sont une des causes structurelles de l'infécondité volontaire croissante des Françaises. Eh ben, vous bougez pas, François Cros. Simon, t'es avec nous au 0826 300 300. Simon, alors aujourd'hui, vous nous dites que si je lis bien ce que vous n'avez pas d'enfant et c'est un choix délibéré. Oui, mais moi après c'est à titre personnel, c'est pour des contraintes professionnelles du couple, hein, d'un côté comme de l'autre, et qui effectivement nous permettaient pas d'avoir la possibilité de gérer, parce que c'est une forte responsabilité. Mais ça c'est à titre personnel. Moi je rejoindrai votre dernier intervenant sur son dernier. Sébastien Ménard. Sébastien, si je peux me permettre, sur la position du féminisme. Effectivement, vu les contraintes sociales qui amènent les femmes à vouloir avoir les mêmes responsabilités que les hommes, évidemment, il fallait qu'elles s'enlèvent la surcharge d'élever des enfants, parce qu'on reste encore sur une société très traditionnaliste, même si on a créé le congé parental pour les hommes et des choses comme ça. Donc, pour elles, ça peut être une barrière, ce qui fait que déjà, l'âge tardif du premier enfant, c'est d'abord s'installer professionnellement et assurer un avenir professionnel et en même temps pouvoir réussir dans cette profession qui sont souvent des professions, parce que maintenant évidemment ils suivent des cursus très longs où elles sont souvent plus brillantes que nous en général, et donc elles veulent pouvoir pérenniser cet acquis et pouvoir réussir dans leur vie professionnelle. Simon, je peux vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Nullement. Nullement, pour la bonne et simple raison, c'est que quand on voit les difficultés, l'ascenseur social qui n'existe plus, je veux dire qu'il y a encore une génération récente des années 80, il y avait encore une possibilité pour des familles modestes de faire réussir leurs enfants des études et pouvoir avoir une profession souvent meilleure que leurs parents. Actuellement, c'est complètement bouché. Il n'y a aucune possibilité. Donc, de ce fait, je dirais, et puis je vois autour de moi les gens qui en ont et qui se créent beaucoup d'angoisse et de soucis pour l'avenir de leurs enfants. Et c'est pas une question ni d'écologie ni quoi que ce soit, c'est une question, je veux dire, de pouvoir leur permettre d'avoir au minimum maintenant la même vie que la leur. Oui, il y a des pères de famille qui veulent vous répondre, Simon. Philippe Bilger. J'ai été très intéressé par les explications de François Cros et il y en a une que je trouve très juste parce que je l'ai vécu. On peut aimer passionnément les enfants et en même temps, si je faisais partie de la génération qui naturellement considérait que l'éducation des enfants, notamment dans sa matérialité, doit être partagée équitablement entre la mère et le père, je ne suis pas sûr que j'aurais eu des enfants, de ce nombre-là. Ouais. Et donc je trouve que c'est une explication qui montre bien pourquoi il y a des différences très nettes aujourd'hui par rapport à hier. Sébastien Ménard. Sur la peur, Victor Hugo disait que avoir des enfants, c'est de fait avoir peur de les perdre, avoir peur que ça n'aille pas bien, avoir peur qu'ils soient malheureux, qu'ils ne réussissent pas, etc. Pour répondre à Simon, moi qui suis doublement papa, c'est évidemment qu'on a peur quand on est parent, donc évidemment qu'on se pose plein de questions, mais ça nous renvoie quand même une montagne. Philippe, Monsieur D'Artigol, Monsieur Philippe David, une montagne de bonheur. Voilà. Oui. Et vos appels 0826 300 300, si vous voulez réagir, vous le pouvez. Jean-Michel est avec nous, je crois. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue bonsoir. Sur Sud Radio, vous nous appelez de Marseille. Et vous, d'abord, est-ce que vous êtes plutôt de pencher de quel côté? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'en avez pas? En fait, je suis pour les enfants, mais aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, moi j'ai un enfant de 3 ans. Oui. Ma femme voudrait on voudrait encore un. Les difficultés aussi, c'est par rapport au travail. C'est-à-dire pour le garder, pour aller le chercher à l'école, c'est pas compatible avec le travail. Il y en a beaucoup qui ça bloque et qui refusent à cause de ça. Ça c'est vrai. C'est pas trop compatible parce que comme vous n'avez pas les beaux-parents qui peuvent s'en occuper, aller chercher, etc.
c'est un peu difficile aujourd'hui. Mais c'est vrai, Olivier d'Artigol, ce que dit Jean-Michel, c'est une charge forcément les enfants et on fait des enfants pour qu'ils soient heureux aussi. Si notre condition aujourd'hui de père de famille ou de mère de famille fait que ce qu'on a mis en place n'est pas suffisamment serein pour faire naître un enfant, c'est plutôt raisonnable aussi. Totalement, c'est-à-dire si la situation. Et ce que disait Jean-Michel, c'est aussi la politique familiale pour l'aide à l'accueil des enfants. Je vais en dire quelque chose. C'est tout à fait normal de se dire que si les conditions ne sont pas réunies, c'est pas possible. Et surtout, parce que pas être égoïste dans un sens, mais pas dans l'autre non plus. Quand bien même elle serait réunie, est-ce qu'elle serait maintenue dans les années qui arrivent ? Bien sûr. C'est-à-dire la peur du lendemain. C'est très vrai. L'angoisse, elle est réelle pour tous. Quand je parlais tout à l'heure de quelque chose d'insécure, c'est cette situation-là. Et puis, pour moi, connaître des jeunes parents. Je vais dire quelque chose qui va peut-être faire bondir, oui. Je ne veux pas dire que c'est l'individualisme, mais les couples fonctionnent différemment qu'il y a quelques années aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que il y a aussi beaucoup. On reste moins longtemps ensemble déjà aussi. Oui, c'est ce que j'avais à l'esprit. Il y a tout ça qui est très chamboulé. Et je connais par ailleurs des jeunes parents très heureux par rapport à la dimension qu'a donnée Sébastien et qui est une dimension aussi très importante. Un enfant qui arrive, c'est en effet merveilleux, d'une intensité folle. François Cros, est-ce qu'on pourrait inverser la tendance sur la dénatalité ? On a quand même bien laissé tomber la politique familiale qui a quand même permis de bien soutenir la natalité, surtout sous François Hollande, qui a bien soutenu la natalité en France. Bêtise. Alors le problème de la politique familiale, c'est que c'est un levier financier, essentiellement via les impôts et puis d'autres types d'aides diverses et variées. Alors l'idée, c'est que nous, quand on regarde les freins des motifs du non-désir d'enfant, le manque de moyens financiers pour subvenir à ses besoins, c'est le 10e. Donc c'est loin derrière, c'est cité par 30% des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Donc je ne dis pas que ça joue beaucoup, notamment chez des personnes de catégorie populaire qui ont des revenus relativement limités, voire très modestes. C'est des personnes en situation précaire. Mais on voit bien que globalement, on est quand même plus sur des questions liées à la liberté individuelle. On a une volonté, on va dire, de faire famille qui est de plus en plus faible et qui, comme je vous le disais, est souvent liée soit à des questions éthiques, en tout cas c'est tel que s'exprimer, soit plutôt à des craintes comme la volonté de ne pas vivre des effets d'une grossesse sur son corps, le désir de pouvoir privilégier sa vie sociale, et je vous disais encore, l'envie de rester libre et de ne pas avoir de responsabilité parentale. Oui. C'est des facteurs beaucoup plus sur lesquels il sera quand même plus difficile de jouer tant qu'il n'y a pas une révolution culturelle qui donne le sentiment aux femmes qu'elles ne vont pas avoir l'essentiel de la charge maternelle. Et bon, une certaine souhaite bien sûr avoir aussi des carrières professionnelles et parfois c'est souvent difficile avec un enfant. Merci beaucoup François Cros d'avoir été avec nous pour cet éclairage, directeur d'études d'opinion, stratégie d'entreprise à l'IFOP qui a mené l'étude justement sur cette natalité en septembre 2022. Merci beaucoup Simon et merci beaucoup Jean-Michel en tout cas d'avoir évoqué votre vie personnelle. On reste ensemble. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard et avec Olivier d'Artigol. Et dans Artigol, il y a rigole, ça tombe bien. On n'a pas fini. À tout de suite. Non, il y a Artigol. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Ça passe vite le temps avec vous, avec Sébastien Ménard, entrepreneur, avec Olivier d'Artigol, éditorialiste politique. Et ça continue de sonner 0826 300 300. Ce sujet sur les enfants, finalement, interpelle les garçons. C'est quand même dingue. Et Harold est avec nous au 0826 300 300. Ça va, Harold ? Bonsoir, Harold. Bonsoir, enchanté. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Harold, vous nous appelez de l'Essonne et vous vouliez réagir sur ce sujet des enfants. Est-ce que vous êtes enclin à avoir des enfants ? Vous en avez pas ? Vous êtes de quel côté ? Alors, je n'en ai pas. La réflexion autour des enfants est quand même assez centrale. Oui. C'est la deuxième relation, justement, où on en parle assez rapidement. Lors de la première relation que j'avais eue, qui était quand même assez longue, de 5 ans et demi, on s'était dit que non, puisque c'était extrêmement anxiogène. Et là, sur ma relation actuelle, on est dans le même raisonnement. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas qu'on veut pas se positionner sur des enfants, c'est qu'en fait,
on reste dans une incertitude où chaque période, chaque année, en fait, il y a de nouveaux événements qui sont extrêmement perturbants, extrêmement anxiogènes. Et je pense que, contrairement à ce qu'a dit un intervenant par rapport à l'égoïsme de ne pas faire d'enfants, moi je me positionne en disant que c'est très égoïste, d'en faire, compte tenu en fait de tout ce qui est en train de se passer. Et au-delà en fait des soucis conjoncturels, des soucis économiques et politiques, il y a quand même une histoire de destruction de planète qui est très au cœur des choses, donc sans être climato-sceptique, mais entre les instabilités politiques, les annonces de problématiques liées au Covid, les gestions politiques très complexes, plus la planète, c'est vrai que demain, faire des enfants, c'est compliqué. Et je travaille en plus dans le recrutement. Oui. Et l'ascenseur social, mais il est complètement pété. On parle d'école, mais si vous n'avez pas des revenus par foyer qui sont très importants, mais en fait, vos enfants, vous les avez tués. Les revenus du ménage, mais ils doivent être... en fonction du lieu d'habitation, je parle bien du lieu d'habitation, les écoles sur lesquelles vous avez accès, déterminent en fait de l'avenir de votre enfant. Et après, les écoles supérieures, il faut encore les payer. Du coup... En fait, c'est un ensemble de choses. En fait, rien n'est réuni pour vous, que ce soit le système éducatif, que ce soit la sécurité, que ce soit effectivement le climat, que ce soit l'avenir de cet enfant. En fait, vous dites que, si j'ai bien compris, la réflexion, c'est pour lui sauver la vie, entre guillemets, vaut mieux qu'il n'arrive pas. C'est complètement la réflexion, oui. Okay. Et pour continuer même par rapport aux soirées, aux repas de famille, c'est compliqué même parce que j'ai des sœurs qui sont dans la même tranche d'âge que moi. C'est très difficile de se positionner pour eux parce qu'ils sont très inquiets. Bien sûr. Ma petite sœur qui a 28 ans, qui avance dans sa vie, c'est compliqué pour elle. Économiquement, les loyers, tout est extrêmement cher. Oui, on comprend. Il y a des réactions. Les Valois veulent réagir. Ils veulent réagir. Sébastien Ménard, allez-y. Bougez pas. Je vais vous répondre parce que l'intervenant, c'était moi qui parlais d'égoïsme. Heureusement que vos ancêtres, que nos ancêtres, celles et ceux qui ont affronté des guerres, des épidémies, des cataclysmes climatiques, ne se sont pas posé les mêmes questions. Parce que vous ne seriez pas là, et moi non plus d'ailleurs. Oui, mais Sébastien, il n'y avait pas le même niveau d'information. Hein, mais je trouve très intéressante l'intervention d'Harold, parce qu'elle montre bien le départ entre sa conception et la mienne. Évidemment, nous n'avons pas le même âge. Il y a des aides pour lesquelles le bonheur d'avoir un enfant est une telle richesse que tout le reste disparaît. Et Harold, et je comprends parfaitement son point de vue, c'est l'inverse d'une certaine manière. Tout ce qu'il y a autour est de nature à altérer le bonheur d'avoir un enfant. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, Sébastien Ménard, c'est qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, on n'avait pas le même niveau d'information. C'est-à-dire qu'on ne nous envoyait pas des injonctions régulières sur les retraites, les machins, les trucs. Et le problème il y avait du travail, il y avait tout était beaucoup plus positif. Aujourd'hui, vous allumez la télé, vous allumez à la radio, c'est que du noir, du noir, du noir, du noir. C'est pas du tout la même chose qu'il y a 20 ans ou 30 ans, Philippe Bilger. Non, mais c'est important aussi. Une morale qui faisait qu'on ne concevait pas de s'abandonner au plaisir sans faire des enfants. C'est ça, c'est une autre époque, on ne peut pas comparer les choses. Dites quelque chose, Olivier D'Artigol. Monsieur David. C'est ça. Et boum. Olivier D'Artigol. Mais moi, je souhaite qu'on puisse aller dans une société qui s'apaise un peu et qui permette à chacun de construire son avenir dans sa vie familiale. Mais je vous assure, je reviens sur ça parce que c'est marquant. Ces jeunes adultes que je connais bien parce qu'ils font partie de mon environnement ou amical ou familial, ils voient les années qui viennent pas avec l'enthousiasme qui est le tien, Sébastien. Il devrait venir me voir. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est raisonné. On voit bien que c'est pas égoïste. Mais, par exemple, je vais vous dire un truc. Le début dans la vie active se fait plutôt par des CDD, plutôt par un sas de précarité, et plutôt par des salaires qui ne sont pas très élevés. Il y a le problème du logement, de l'accès du fait, regardez, en région parisienne. Tout ça est tellement dur au début. Mais comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Ils n'arrivent même pas à mettre de l'essence dans leur voiture, Sébastien Ménard. Ça, c'est pas de ma faute, ça. Non, mais c'est pas de votre faute. Mais enfin, j'ai du mal à comprendre que vous puissiez. Demain, même celles et ceux qui pourront payer leur plein pourront pas le faire demain. Et puis, Cécile, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on met sur le même plan un bonheur absolu et des considérations sociales et économiques totalement. Mais vous dites bonheur absolu parce que vous l'avez vécu, Philippe. Tant qu'on ne le sait pas. Harold, donc le vous mot de la fin, oui. Pardon.
Harold? Oui, je voulais intervenir, excusez-moi. Je pense que les choses peuvent pas être aussi binaires parce qu'on parle de plein au niveau de la station-service. C'est pas une histoire de plein, c'est pas une histoire aussi simple de dire j'ai un énorme bonheur d'avoir un enfant. Je suis totalement d'accord sur l'histoire d'avoir du bonheur pour un enfant. Moi, je partage l'idée. Pour le coup, je suis sur la partie associative et je m'occupe d'enfants en bas âge dans le cadre d'une association. C'est pas un enfant, c'est pas 10 enfants, c'est une centaine d'enfants et c'est un pur plaisir que de les voir. Mais les parents, ils sont inquiets. Tout le monde est inquiet. En fait, c'est au-delà juste d'une idée de dire oh, je m'éclate à avoir des gosses. Très bien, tant mieux pour vous. Moi, par contre, je me pose quand même des questions sur l'avenir de l'enfant, au niveau économique, au niveau de la vie, au niveau de la planète. Aujourd'hui, on parle d'une planète qui peut se détruire. Donc, en fait, on lance un enfant dans un scénario, puis, c'est pas aussi binaire qu'un plein d'essence. Si demain, c'était juste une histoire d'économie, de se dire qu'on n'a pas d'argent, on s'en fiche, on y va. Mais là, c'est quand même beaucoup plus poussé. Et je gagne relativement bien ma vie. La personne avec qui je suis gagne relativement bien sa vie. Donc, on est en région parisienne. On est cadre sub tous les deux. Mais par contre, c'est la réflexion autour de l'avenir de l'enfant. Parce que nous, on en chie. Franchement, j'ai pas d'autre terme pour dire qu'on en chie. Tous les ans, il y a toujours un problème. Là, cette année, il y a des grèves en pagaille. Économiquement, c'est un bordel. Si dans votre vie, et tant mieux pour vous, vous n'avez pas ça et vous voulez juste procréer, tant mieux. La réalité, elle n'est pas là. Et encore une fois, c'est un vrai, pas un fiasco, j'ai pas le mot, je suis désolé. Mais c'est encore une différence qu'il y a entre les politiciens et nous. On fait pas partie du même monde. Dans notre monde, tous les jours, il faut aller manger. Et quand à la fin du mois, du jour au lendemain, tout change, comment voulez-vous projeter avec un enfant? Votre travail, vous pouvez le perdre. La précarité, elle est là tous les jours, même si vous êtes en CDI. Avoir un enfant dans ces conditions, c'est compliqué. Merci beaucoup. Harold. Merci, on est très en retard. Je suis désolé, on vous a laissé le mot de la fin. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Merci Olivier D'Artigol. Merci beaucoup Harold de nous avoir appelé. Vous appelez 0826 300 300. Dans un instant, on reviendra sur une autre question. Est-ce que l'être humain est fait pour travailler après 60 ans? C'est notre grand débat à partir de 19h jusqu'à 20h dans Les Vraies Voix Responsables. À tout de suite.